C'est bon. Bonjour, merci. Alors, je vais vous présenter un travail qui date un peu. Je vais faire un pas de côté. Je ne vais pas tant parler de discrimination, de si elle existe ou pas, que de voir comment elle peut être envisagée dans un cas particulier. Et en fait, ce que j'aimerais surtout travailler, enfin ce que j'avais travaillé de ce point de vue-là, c'est comment en fait, comment la catégorisation autour de l'âge peut produire un certain nombre d'ambivalences et d'effets performatifs, voire d'effets pervers. Et donc, je vais notamment partir d'un tout petit cas, c'est une analyse très microsociologique en travaillant sur des intermédiaires de l'emploi qui se sont spécialisés sur le chômage en fin de carrière. Donc, juste quelques mots du contexte. J'ai recueilli ces données au début des années 2010, entre les années 2007 et 2010, à un moment en fait où les pouvoirs publics cherchaient à remettre à l'emploi ce public qu'on appelait, enfin, parce que j'ai fait aussi une thèse, enfin, c'est en comparaison entre la France et le Royaume-Uni. Et donc, à ce moment-là, au moment de mon terrain, cette partie de la population fait l'objet d'un tout un ensemble de politiques pour viser à les maintenir en emploi. Sauf qu'au même moment, en même temps, il y a eu aussi un autre mouvement qui paraît un peu ambivalent, contradictoire, c'est que avec l'introduction de l'interdiction de la discrimination, l'âge est devenu aussi un critère moins légitime. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu paradoxal qui se joue, c'est que les publics des plus âgés est construit, et le public des jeunes aussi, sur la base de l'âge chronologique, et en même temps, comment faire avec cette idée que c'est quand même pas légitime de les catégoriser de cette manière-là. Donc, je cherche à comprendre je m'embrouille. Comment cette catégorisation produit donc des effets ambivalents, performatifs, ce qui en fait a été, il me semble, pas trop travaillé du point de vue de l'âge, mais qui a été très bien travaillé par contre sur les questions de genre, sur les questions de racisme. Donc je m'appuie aussi un peu sur ces travaux-là pour penser l'âge. Alors, pour développer mon propos, je vais procéder en 3 temps. D'abord, je vais retracer de manière très rapide la naissance de ces structures pour voir d'où elles sortent, par qui elles sont portées. Ensuite, je regarderai comment ces structures vont critiquer l'âge, vont le mettre en cause. Et enfin, je regarderai dans un 3e temps comment, malgré tout, ces structures qui sont portées par des personnes, se trouvent dans une situation très ambiguë par rapport à l'âge. J'ai complètement oublié de passer mon diapo, mais en fait, bon, c'est pas très, c'est pas très grave. Quelques mots sur la méthodologie. Donc, c'est une thèse c'est tiré de ma thèse, pour ça que je le dis, que j'arrive pas. Enfin bref. Je vais y arriver. J'avais choisi la France et le Royaume-Uni parce qu'en fait, c'est des pays qui sont très contrastés sur plusieurs points, les retraites, la manière dont ils s'occupent du chômage et donc finalement dans la manière dont ils structurent les fins de carrière. Pour travailler sur c'était un aspect de ma thèse. Donc j'avais commencé par essayer de recenser l'ensemble des structures qui existaient et qui étaient dédiées aux chômeurs en fin de carrière. Donc j'ai d'abord cherché à recenser ces structures qui existaient. J'ai aussi réalisé, quand j'ai fini ce recensement, j'ai réalisé des entretiens avec les personnes qui travaillent dans ces structures-là, qui sont souvent en fait, il n'y a qu'une seule personne, hein, bien souvent, c'est tout petit. Donc j'ai réalisé une douzaine d'entretiens dans chaque pays en France, dans chaque pays. Et par ailleurs, j'ai aussi systématiquement analysé les sites internet de ces structures parce que c'est là aussi où on voit de manière très explicite comment ils traitent de l'âge, qu'est-ce qu'ils font de l'âge. Alors, si cette enquête a été menée donc entre 2007 et 2010, il me semble qu'il y a des choses qui me semblent encore intéressantes aujourd'hui, dans la mesure où, premièrement, en fait, ça reste une question, enfin, la question de l'emploi en fin de carrière reste une question à l'agenda des politiques publiques, et que surtout, peut-être, l'âge reste le principal élément, l'âge chronologique reste un des principaux éléments qui va définir ce public-là, et je pense que du coup, les questions de l'ambivalence de la catégorisation peuvent encore marcher. Alors, de manière très rapide, je vais... Ah, je suis revenue en arrière. Ah oui, c'est parce que je la tiens dans les mauvais sens. Pour présenter un tout petit peu la naissance de ces structures, en fait, dans les entretiens, les enquêtés racontent que pour créer leur structure, il y a 2 éléments qui sont intervenus. La première chose, et ces 2 éléments sont liés, c'est le fait d'avoir connu une expérience de chômage aux alentours de la cinquantaine.
Donc, c'est par exemple le cas de ce cabinet, de ce directeur d'un cabinet de recrutement dédié aux comptables d'âge mûr qui dit, voilà, j'ai été au chômage et je me suis rendu compte qu'avoir 50 ans, c'était pas un bon mélange. Sauf que, donc, ce qui est l'élément déclencheur, c'est le chômage en fin de carrière, sauf que c'est pas n'importe qui va créer, et c'est quand même structurant parmi toutes ces structures, c'est pas n'importe qui crée ces structures, c'est pour l'essentiel des hommes blancs, cadres supérieurs, qui ont connu une carrière professionnelle valorisante, ascendante, très peu marquée par la pénibilité du travail. Donc c'est quand même ça a été bien documenté par plusieurs travaux. La mobilisation pour l'emploi en fin de carrière, c'est une cause qui est très catégorielle. Ceux et celles qui se mobilisent, enfin c'est surtout ceux qui se mobilisent, en tout cas au moment de ma thèse, contre la discrimination sur l'âge, c'est des gens qui sont plutôt favorisés. Et ce qui s'est joué, en tout cas pour ces personnes qui ont créé une petite structure autour du retour à l'emploi, c'est que jusqu'à présent, c'est des personnes qui avaient été plutôt bien protégées de l'agisme, de la discrimination, de quelle que soit la discrimination, et qui avaient été protégées aussi de l'agisation dont on a parlé ce matin. L'agisation, c'est le fait d'être assigné à l'âge, d'être envoyé à l'âge et de ce fait-là d'être discrédité au regard de l'âge. Et donc, c'est par exemple le cas de ce cabinet, de cet ex-ingénieur qui a créé un cabinet de recrutement parce que licencié à 44 ans, il le vit comme une gifle, le fait d'être associé à un quadra senior. Donc, je passe très rapidement. Alors, du coup, je vais regarder en fait leurs argumentaires, ce qu'ils font de l'âge, comment ils font pour à la fois critiquer, enfin en même temps qu'ils critiquent l'âge, ils continuent à travailler avec puisqu'ils travaillent sur un public un public lié à l'âge. Donc, j'ai d'abord regardé les argumentaires. Parce que c'est ce qu'ils mettent le plus en avant, de la manière dont ils mettent en cause l'âge. Pour mettre en cause l'âge, il y a au moins 3 aspects où ils vont critiquer l'âge. Ils vont en particulier, par exemple, dénoncer la discrimination. Évidemment, dénoncer la discrimination sur l'âge. Dans les 2 pays, il y a eu une interdiction de la discrimination sur l'âge. En 2001 pour la France, ça a déjà bien été évoqué, et en 2006 pour le Royaume-Uni, ça a été plus ancien, plus tardif. Dans les entretiens, ça revient de manière récurrente. Le terme discrimination est souvent utilisé pour dénoncer. Enfin, le terme discrimination, il n'est pas neutre. Il est utilisé de manière rhétorique pour politiser la situation des fins de carrière. Et donc, c'est pas seulement, enfin, le terme discrimination est utilisé, mais pas seulement pour dire que leur public est discriminé, c'est aussi il y a une forme de hiérarchisation des discriminations, où il va y avoir des tentatives, des arguments pour dire les chômeurs âgés, c'est ceux qui sont le plus discriminés. Et en plus, c'est une discrimination qui va se surajouter aux autres parce qu'elle est transversale, tout le monde peut être discriminé un jour selon leur âge. Donc, l'idée avec ces arguments-là, c'est de donner à l'âge une spécificité, mais aussi de hiérarchiser les rapports de domination. Mais tout ça dans le but pour ces intermédiaires de l'emploi, d'avoir un discours, un argumentaire pour revaloriser l'emploi de leur public. La deuxième manière de mettre en cause l'âge, ça va être de déconstruire les stéréotypes négatifs qui ont été bien évoqués tout au long de la journée. Ça va être l'idée de dire que leur principal argument, ils vont déconstruire tous les stéréotypes négatifs, mais surtout le principal argument, c'est de dire l'âge n'a pas d'importance, les compétences n'ont pas d'âge, d'avoir un discours très managérial, libéral autour de l'âge. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, le créateur d'une association qui dit, voilà, dans vos entreprises, vous avez besoin d'une compétence, elle n'a pas 25 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, je passe assez vite parce que c'est des choses qui ont été bien étayées, il me semble. Pour passer au 3e argument, celui de délégitimer des mesures d'âge qui peuvent être vues à la fois comme source de discrimination, parce qu'elles entravent les libertés individuelles, mais aussi qui peuvent être pensées d'une autre manière, comme source de protection, par exemple. Ces mesures d'âge sont parfois pensées pour permettre d'avoir des droits plus longs au chômage quand on n'a plus de tel âge, par exemple. Là, en l'occurrence, pour faciliter la comparaison, j'ai pris les discours qu'il y avait autour de l'âge de la retraite. Dans les 2 pays, le système, je passe très vite sur la comparaison,
Évidemment, c'est plus complexe que ce que je raconte là. Mais dans les deux pays, les systèmes de retraite sont basés sur des critères d'âge chronologique. Et ces âges chronologiques sur le terrain ont fait l'objet d'un tout un ensemble de critiques. En Angleterre, ça portait sur un âge en particulier, l'âge où les employeurs pouvaient mettre à la retraite d'office. Et en France, au moment de l'enquête, l'âge légal de la retraite minimum, c'était 60 ans. Et lui aussi, il a fait l'objet de tout un ensemble de critiques qui sont donc très situées socialement, puisque quand même la majeure partie de la population aspire à quitter le marché du travail souvent assez tôt. Donc je passe assez vite là-dessus. Enfin, en même temps, je crois que j'ai pas réussi à lancer mon chrono. Donc je ne sais pas quelle heure c'est. Mais donc je passe du coup à la troisième partie, ce qui me paraît là où peut-être ce qui m'intéresse le plus en tout cas, puisque malgré leur position, leur discours de dire l'âge n'a pas d'importance, discriminer sur l'âge, ça n'a pas de fondement. Pour autant, ils se trouvent dans une situation ambiguë, puisque comment mettre en cause l'âge tout en travaillant avec un public, tout en ciblant un groupe d'âge? Comment travailler avec un critère que par ailleurs on juge illégitime? Alors, c'est pas si. Enfin, ce positionnement paradoxal, il s'inscrit en particulier par rapport au fait que le public, enfin leur public, est en fait constitué par les politiques de l'emploi. L'âge constitue le principal critère de définition de ce public et il est aussi identifié comme le principal frein de leur accès à l'emploi. Et c'est là où on voit que les catégorisations ont des effets performatifs, et ça c'est bien connu, notamment les travaux sur le genre ou les travaux de Colette Guillaumin l'ont bien montré, en fait, de montrer que la catégorisation, c'est à la fois une activité de connaissance, de reconnaissance, mais qu'une fois qu'elle est établie, cette catégorisation, c'est très difficile de s'en départir. Ça renvoie aussi au débat qu'il existe sur la discrimination positive, où le fait de visibiliser des avantages connus par un groupe permet aussi de spécifier une action envers ce groupe. Mais si on regarde les argumentaires de ces petites structures, donc, qui sont des cabinets de recrutement, des sites qui vont mettre en ligne des CV et qui sont aussi des associations qui vont mettre en œuvre des programmes de retour à l'emploi et qui sont donc financés par des fonds publics, elles ont quand même des discours très ambivalents sur l'âge et ça se repère au moins sur 3 aspects. Le premier, c'est la manière... Ah mince, je suis allée trop vite. Parce que j'avais une longue intro. La première, c'est la manière dont ces structures vont cibler leur public et comment dans ce ciblage, elles vont utiliser l'âge. En fait, de ce point de vue-là, pour justifier la manière dont elles ciblent leur public, les structures vont s'appuyer sur la rhétorique, enfin la dynamique antidiscriminatoire, puisque cette dynamique antidiscriminatoire, elle permet tout à la fois de dénoncer l'usage de l'âge, de dire c'est une discrimination, donc c'est illégal, c'est répréhensible et moralement c'est gênant. Et en même temps, ça permet aussi de cibler un public au regard de la discrimination positive. Et donc, de ce point de vue-là, pour eux, leur ciblage n'est pas illégitime. Il est justifié au regard donc de cette discrimination positive. Pour autant, et c'est là où il y aura une grande différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est que la manière dont ces structures ciblent les chômeurs et les chômeuses en fin de carrière vont être différenciées, notamment parce qu'au Royaume-Uni et en France, les deux pays ont des traditions juridiques distinctes. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, la catégorie de discrimination est ancienne. Et l'idée que l'âge puisse constituer un motif de discrimination est ancien, ça apparaît dès le début du XXe siècle. Et par ailleurs, la discrimination est beaucoup plus judiciarisée au Royaume-Uni. Et par exemple, dès l'entrée en vigueur de l'interdiction de la discrimination par l'âge, donc en 2006 au Royaume-Uni, dès 2006, il y a eu de multiples plaintes qui ont été déposées et qui ont souvent été suivies de sanctions. Ce qui fait que sur le terrain, les structures se montrent relativement prudentes. Au Royaume-Uni aussi, ce qui n'est pas le cas en France, c'est que la manière dont on considère que la discrimination s'applique en termes d'âge, elle est beaucoup plus large qu'en France. Au Royaume-Uni, en fait, on considère que jeunes et plus âgés peuvent être concernés par la discrimination par l'âge. Autrement dit, en fait, la discrimination par l'âge peut concerner tous les âges. Et donc, du coup,
Pour éviter toute accusation de discrimination, les intermédiaires de l'emploi de ces petites structures vont par exemple, et c'est notamment là que c'est intéressant de regarder les sites Internet, c'est notamment là qu'apparaissent sur les premières pages des sites Internet que leurs services sont certes dédiés au public plus âgé, mais que pour autant, ils sont ouverts à tous les âges. Donc c'est ce qui est mentionné là, une mention sur les sites Internet de services accessibles à tous les âges. Et dans les entretiens, du coup, je les amenais à faire parler de ça puisque j'avais pas la même chose en France. Les personnes expliquent que voilà, elles ont l'impression que, enfin, elles se préservent du fait de ne cibler que les plus âgés. Il y a par exemple des structures aussi qui ont dû changer de nom parce qu'elles étaient focalisées sur les plus âgés. En France, en revanche, cette mention de ouvert à tous les âges, elle est introuvable sur les sites Internet. Et l'idée que cibler uniquement les plus âgés puisse être un motif de discrimination à l'encontre des jeunes n'est pas du tout pensée, que ça rejoint la communication précédente, puisque en France, en fait, la notion de discrimination par l'âge, d'une part, elle est plus récente et en plus, elle est restreinte. Elle est souvent pensée pour les fins de carrière, les plus âgés. Et donc, et aussi, elle est beaucoup moins judiciarisée qu'au Royaume-Uni. Et donc, en France, il n'y a pas du tout ce type de discours que j'ai eu en Angleterre par rapport à la précaution de ne pas discriminer les plus âgés. Deuxième aspect sur lequel les discours sont ambivalents, il me semble, par rapport au l'âge, c'est la manière dont finalement les structures vont assigner à l'âge, c'est-à-dire vont renvoyer les gens à leur âge. Donc, ça renvoie aussi au fait, pour ces structures-là, d'être identifiées sur le marché de l'emploi, d'être identifiées. Et pour être identifiées, ça passe par deux choses. Ça passe par d'abord leur nom, quel nom elles choisissent pour être identifiées sur le marché de l'emploi. Et ça passe aussi par des critères d'âge qui est plus précisément ciblé par leur action. Et donc, si on regarde le nom des structures, il me semble que c'est révélateur de l'ambivalence et de la difficulté de se départir de l'âge. Alors, en France, la plupart des structures vont mentionner le terme senior, soit en l'associant à l'emploi, senior emploi, ou à l'action, senior action, ou à des qualificatifs valorisants, expert senior. Au Royaume-Uni, c'est plus euphémisé, mais elles peuvent également faire référence à l'âge, Third Age Foundation. Ça peut faire référence à des qualités supposées liées à l'avancée à l'âge, l'expérience, la maturité, la sagesse, comme le dernier nom, la Wise Old. Donc, en fait, l'enjeu, là, il me semble, pour ces structures, c'est d'adopter à la fois un nom qui indique leur positionnement, tout en donnant une image active de leur public. Deuxième, leur nom, mais il y a aussi, en fait, ces intermédiaires vont assigner leur public à l'âge chronologique en utilisant des âges variables. Ça peut être 40 ans, 50 ans. C'est très variable. Et même sur les sites Internet anglais qui se montrent prudents en disant qu'ils sont ouverts à tous les âges, ce n'est pas pour autant qu'une fois la page d'accueil passée, on ne trouve pas des références à l'âge explicite. C'est par exemple un site emploi anglais qui dit sur la première page, voilà, c'est un site qui se présente comme neutre du point de vue de l'âge pour des personnes pour des chômeurs et chômeuses qui n'ont pas de place dédiée où aller, mais qui sur une autre page dit que ces chômeurs sont définis par le fait d'avoir plus de 50 ans. Sur les sites et dans les récits de ces structures en France, il n'y a pas du tout, c'est beaucoup plus explicite cette assignation à l'âge, comme par exemple ce site emploi français qui dit vous avez 40 ans et plus, alors vous faites partie de la classe des seniors. Il y a une autre association française qui, elle, dans ses services, c'est pas forcément, mais c'est accessible sur leur site internet, elle applique pour les personnes qui veulent bénéficier de leur service, de leur accompagnement vers l'emploi, il y a un âge strict, c'était avoir plus de 45 ans. Et en entretien, je questionnais sur cette limite d'âge et on me disait, voilà, si vous n'avez pas l'âge, vous êtes rejeté. C'est une association assez importante, donc j'ai fait des entretiens auprès de plusieurs bénévoles et salariés de cette structure qui ont toujours été évidemment très, très gênés au moment de légitimer ce critère d'âge, mais pour autant, ces seuils d'âge leur semblent à la fois arbitraires, mais en même temps nécessaires parce qu'elles avaient beaucoup de monde à accompagner. Mais il me semble quand même que ce nom qu'elles prennent, qui est quand même associé à l'âge, et ces âges qu'elles utilisent pour cibler ont un effet performatif. Et enfin, je passe au troisième point, et j'ai presque fini. C'est sur la manière en fait dont ces structures vont
altériser et agiser un autre public de l'emploi défini par son âge. Parce qu'en fait, l'idée dans ces... Donc là, c'est en entretien, je ne sais pas comment ça se passe, j'avais pas accès aux observations, mais l'idée de ces intermédiaires, c'est de mettre en valeur leur public en lui prêtant des qualités, en déjouant les préjugés. Et donc, pour déjouer ces préjugés, ça va être d'associer à cette main-d'œuvre tout un ensemble de stéréotypes positifs qui sont souvent associés à la vieillesse, comme le montre l'historien Jean-Pierre Bois. Et l'idée, c'est de présenter l'avancée en âge comme une ressource. Pour renverser le stigmate et légitimer le retour à l'emploi de leur public. Pour autant, dans la construction de cet argumentaire, ils en sont toujours venus, je dis ils parce que c'est essentiellement des hommes, toujours venus à parler des jeunes. Jamais dans les entretiens, je leur ai posé des questions à propos des jeunes, jamais je leur ai demandé de positionner leur public par rapport aux jeunes. C'est toujours venu spontané, enfin, c'est toujours venu des entretiens. Et il y a eu tout un ensemble de discours très critiques, avec beaucoup de stéréotypes associés aux jeunes, donc, qui vont en fait associer les jeunes à un carriérisme. Ils vont opposer les âges, ils vont les mettre en concurrence. Ils vont parler des jeunes en termes d'instabilité, d'inexpérience, quand les plus âgés seront au contraire compétents. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des arguments parce qu'en fait, mais c'est quand même intéressant, je trouve, de la manière dont ces intermédiaires opposent les âges. Et il me semble que ça peut renvoyer au fait que dans la manière quand les taux d'emploi des plus âgés ont baissé à partir des années 70, parce qu'il y a eu, j'ai oublié de le dire, il y a eu à ce moment-là une réduction des besoins en main-d'œuvre, et à ce moment-là, la sortie des plus âgés du marché du travail a été légitimée pour favoriser l'insertion des plus jeunes. Donc, à ce moment-là, il y a eu, les âges ont été opposés les uns par rapport aux autres, et les plus âgés, quand ils sont devenus une variable d'ajustement aux besoins des employeurs, leur exclusion a été justifiée pour favoriser l'emploi des jeunes. Et donc, c'est là où il me semble qu'on voit des usages paradoxaux de l'âge, où à la fois on cherche à déconstruire l'âge, à le critiquer, à dire que l'âge n'a aucune importance, et pour autant, ici, en tout cas, ces discours sur l'âge vont associer des stéréotypes dépréciatifs à l'encontre des jeunes, va les altériser et va les renvoyer à l'âge. Et donc, il me semble que cet argumentaire, à défaut de neutraliser l'âge, va réaffirmer l'ordre de l'âge, va renforcer des hiérarchies entre groupes d'âge qui sont envisagés comme antagonistes, comme opposés. Et pour conclure, c'est mon dernier mot, il me semble que c'est un tout petit travail, mais il me semble que ça permet de donner à voir ce qu'on pourrait appeler la division sociale de l'emploi selon l'âge, qui repose cette division sociale de l'emploi selon l'âge, qui fait écho à ce que d'autres ont mis, la division sociale de l'emploi selon le sexe notamment, qui repose sur l'existence institutionnelle de publics des politiques de l'emploi qui vont être construits autour de l'âge actif, dont parle Anne-Marie Guillemard, et qui va construire des publics. L'âge actif repose sur l'idée il y a un âge où il est socialement normal de travailler, et que aux frontières de l'âge actif se pose la question de la légitimité, de l'accès à l'emploi, qui fait que l'emploi devient un enjeu, un objet de tension, comme dirait Daniel Kergoat, et où du coup, ces groupes aux frontières de l'emploi sont perçus comme antagonistes et donc en compétition dans la légitimité de l'accès à l'emploi. Et juste une dernière phrase, parce que dans la légitimité de l'accès à l'emploi, ça se pose pour les jeunes, pour les plus âgés, mais en général, la question, ceux de l'âge adulte, même si c'est difficile de cerner qui sont les adultes, mais il me semble que pour eux, groupe majoritaire, la question de la légitimité ne se pose pas du coup, puisque c'est le groupe majoritaire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, pour la dernière intervention avant la discussion, ce sera une intervention en vidéo. Et donc, ce sera Valérie Boussard, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Nanterre et membre de l'IDHES, qui va présenter à distance. Et ça va être tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir... Alors, je vais...
Alors, je vais commencer. Peut-être un petit enjeu technique. Alors, je vais commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de pouvoir intervenir aujourd'hui dans ce colloque organisé par la DARES sur les représentations et discriminations liées à l'âge. Et je remercie le comité d'organisation du colloque de m'avoir sollicité pour présenter une analyse de la construction organisationnelle des rapports d'âge à partir d'une analyse du rôle des différents dispositifs de gestion mis en œuvre par des organisations. Alors, je m'excuse de ne pas pouvoir intervenir aujourd'hui physiquement, d'être avec vous dans la salle, ni même d'ailleurs en simultané. Ce que vous entendez, c'est un enregistrement. Alors, avant de démarrer, je voudrais préciser que l'entrée de mes recherches sur cette question s'est faite par les dispositifs de gestion et que c'est à cette occasion que j'ai pu constater qu'ils participaient à produire ce que j'ai appelé des configurations de rapports d'âge qui sont à chaque fois singulières. Cette approche des rapports d'âge se fait au niveau méso des organisations et permet de compléter, il me semble, les approches de niveau macro qui saisissent les rapports d'âge produits par des contextes sociaux et politiques. Elle permet de montrer aussi comment, à l'intérieur d'un contexte macro, des variations peuvent être produites à l'échelle d'une organisation. Et elle met aussi en évidence l'invisibilisation de la construction des rapports d'âge. En effet, comme on va le voir, les dispositifs de gestion n'ont pas pour objectif d'agir sur les représentations professionnelles de l'âge au travail, mais ils le font pourtant de manière indirecte, et comme je le disais, invisibilisée. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que j'entends ici par rapport d'âge au travail, en présentant les trois dimensions de ces rapports d'âge qui s'articulent et qui sont tributaires d'une construction sociale spécifique à chaque fois à un univers professionnel. Alors d'abord, les rapports d'âge sont des caractéristiques qui sont attribuées à l'âge et aux générations. C'est aussi la légitimité des positions de pouvoir, des places symboliques ou des possibilités de carrière qui sont attribuées en fonction des caractéristiques liées à l'âge et aux générations. En effet, les rôles professionnels relèvent d'assignations en fonction de catégorisation d'âge et de génération. Et enfin, la troisième dimension renvoie au type de relation au sein d'un groupe professionnel, qu'il s'agisse de collaboration, d'opposition, de méfiance, de loyauté ou de mépris. Et donc, ce sont ces trois dimensions qui s'articulent dans des univers professionnels et que nous allons analyser à partir des dispositifs de gestion. Alors, les dispositifs de gestion, on va les retrouver dans des organisations du travail qui sont structurées par ces dispositifs qui cherchent à en assurer la maîtrise, la performance et la rationalité. Et ainsi, certaines des variables organisationnelles que ces dispositifs cherchent à optimiser ont un lien avec l'âge, même si ce lien n'est pas recherché et n'est donc pas visible à première vue. L'influence est donc indirecte. Alors, on va voir ces différents types de dispositifs. J'en ai dégagé trois. Les premiers sont les dispositifs d'organisation du travail.
il renvoie à tout ce qui tourne autour de la division et de la coordination du travail, comme par exemple confier les tâches de contrôle aux travailleurs les plus expérimentés. C'est un élément qui assigne en fait des places en fonction de l'ancienneté et qui a donc, in fine, des conséquences sur les rapports d'âge. Si l'on s'intéresse maintenant aux dispositifs de gestion de la main-d'œuvre, qu'on appelle aussi les dispositifs de gestion des ressources humaines, ils renvoient cette fois-ci à tout ce qui tourne autour des politiques de recrutement, des politiques d'évaluation, des politiques de promotion. Ici, il est en fait question de qualification et de compétences et du poids qu'on leur donne, des critères à partir desquels on les évalue. Et par exemple, cela peut renvoyer à la valorisation du dynamisme et de la flexibilité comme compétences qui finalement renvoient à des représentations sociales implicites de la jeunesse et qui vont contribuer à dévaloriser les travailleurs les plus âgés. Le troisième type de dispositif, ce sont les dispositifs de gestion financière. Alors, ces dispositifs sont utilisés en matière de stratégie financière d'optimisation du coût du travail et ont des incidences sur les politiques de recrutement des travailleurs, avec par exemple le choix de recruter des travailleurs moins chers, qui souvent sont aussi des travailleurs plus jeunes ou avec moins d'ancienneté. Et donc on voit comment ces stratégies qui visent ici les coûts du travail ont des incidences sur les âges au travail et donc les rapports d'âge. Alors ces dispositifs sont la plupart du temps articulés et c'est leur articulation qui produit une configuration spécifique de rapport d'âge. Alors je vais essayer de vous montrer ce modèle, en tout cas de le mettre à l'épreuve à partir de deux cas très différents, mais qui, dans les deux cas, concernent des travailleurs qui sont des cadres. Alors, on va voir dans un premier temps une organisation pyramidale dans un cabinet de conseil et, dans un second temps, un marché quasi fermé du travail dans une grande entreprise publique en voie de transformation. Alors, je vais commencer par le modèle pyramidal dans un cabinet de conseil. Il s'agit ici d'un cabinet de conseil en transactions financières, mais le modèle présenté concerne à peu près tous les types de cabinets de conseil ou d'audit ou autres organisations qui sont organisées sur le modèle de gestion des ressources humaines qu'on appelle le up or out. Alors, ce modèle de up or out veut que les travailleurs sont évalués chaque année en vue de passer au grade supérieur. Et si l'évaluation est positive, ils passent effectivement au grade supérieur, c'est le fameux up, donc ils progressent dans la hiérarchie. Mais si l'évaluation n'est pas convaincante, ils sont poussés vers la sortie. Alors, ils ne sont en général pas licenciés directement, mais le fait de rester dans un grade où ils ne devraient plus être, s'ils avaient été évalués positivement, va entraîner une dévalorisation, une stigmatisation et en général assez rapidement un départ. C'est le processus en fait d'auto-exclusion des travailleurs entre guillemets, vieillissants au sein d'un même statut. C'est un peu l'idée de celui qui redouble dans une classe. Et donc, on a dans ces organisations une hiérarchie statutaire qui colle à la hiérarchie des âges.
au premier grade, les grades de junior, vous avez des jeunes qui ont tous le même âge, hein, ils sont sortis d'école. Et puis, grade après grade, on va retrouver, et c'est extrêmement formalisé, des personnes qui sont plus âgées et ensuite arrivent au niveau le plus élevé de la hiérarchie, les plus âgés, qui sont aussi, en général, les plus anciens dans l'organisation. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, quelles sont les conséquences? C'est d'abord une concurrence à l'intérieur d'une classe d'âge. Il y a une erreur sur ma diapo, hein, ce n'est pas une concurrence entre classes d'âge, mais à l'intérieur d'une classe d'âge, puisque tous les travailleurs, tous les consultants ici sont en concurrence pour accéder à la promotion. Comme la structure est pyramidale, tout le monde ne peut pas y arriver. C'est une concurrence aussi pour l'accès aux bons dossiers, aux bonnes missions et aux faveurs du supérieur, qui sont des éléments qui peuvent permettre d'accéder à la promotion tant espérée. Ce que l'on voit aussi se développer, c'est une docilité des plus jeunes dans la perspective d'être élus par leurs supérieurs, donc plus âgés, au rang, au grade supérieur. Hein. On voit des formes d'obéissance extrême, notamment dans les rythmes, l'intensité du travail et même la qualité du travail à fournir. Ce que l'on voit aussi apparaître, ce sont des reproches intergénérationnels. Les plus jeunes reprochent aux plus âgés d'être une génération qui a profité d'une période bénie pour accéder aux positions de pouvoir, qui sont aussi des positions financières de possession en fait, du capital, ou de part du capital de l'entreprise. Et à l'inverse, les plus anciens, ceux qui sont vraiment arrivés aux positions les plus hautes et qui sont en position de direction, reprochent aux plus jeunes de ne pas tout donner au travail et de ne pas être assez dociles. Donc, on a aussi un conflit entre classes d'âge, mais ce conflit entre classes d'âge est en fait une opposition entre travail et capital, hein, puisque les plus jeunes sont ceux qui travaillent avec des horaires très, très intenses, et les plus âgés sont ceux qui peuvent se permettre de moins travailler pour avoir travaillé auparavant beaucoup, qui se repositionnent sur des activités beaucoup plus commerciales, mais qui sont aussi ceux qui profitent de la valeur du profit créé par ceux qui travaillent. Alors, c'est un modèle qu'on peut retrouver ailleurs, je vous l'ai dit, dans toutes les organisations qui pratiquent le up or out, où la force de travail est en fait régulièrement renouvelée avec un accès aux positions d'encadrement par mobilité interne. Alors, on va voir maintenant un modèle complètement différent, qui est le modèle de marché du travail quasi fermé. Alors, je dis quasi fermé parce que c'est une entreprise publique qui avait antérieurement un modèle du travail fermé, mais qui l'a progressivement ouvert. Parce que c'est une entreprise qui a souhaité entre guillemets, moderniser, se rapprocher des modèles de l'entreprise privée, et qui notamment, puisqu'on parle ici d'encadrement, a souhaité managérialiser les fonctions d'encadrement. Donc, je vais expliquer ce que cela veut dire. Alors déjà, il faut comprendre que c'est une entreprise dans laquelle les fonctions d'encadrement est divisée en 3 niveaux: les cadres de proximité, l'encadrement intermédiaire, ensuite les cadres supérieurs, et au plus haut niveau,
les cadres dirigeants. Traditionnellement, dans cette entreprise, il y avait une forte mobilité interne qui permettait l'accès à des fonctions de cadre à ceux qui étaient rentrés sur des statuts d'employés ou d'ouvriers, enfin d'exécutants. Ce qui permettait à ces travailleurs l'accès au statut cadre, mais l'accès au statut cadre à un âge plus avancé, mais ils le faisaient en ayant une connaissance du métier de ceux qu'ils allaient encadrer, hein. Ils étaient promus en général pour leur expertise technique. L'entreprise a complètement changé son mode de recrutement des cadres en s'ouvrant de plus en plus à des cadres diplômés. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas des cadres diplômés qui rentraient directement au niveau cadre, mais c'est une intensification de cette pratique qui a vu le jour, avec donc une proportion de plus en plus réduite de cadres en mobilité interne. Et donc ces cadres, recrutés cadres, rentrent sur des fonctions de cadre à un âge beaucoup plus jeune, en sortie d'études, et en général sans expérience et connaissance du métier de ceux et de celles qu'ils vont encadrer. Alors, qu'est-ce que cela donne? Cela donne une hétérogénéité des âges au sein d'un même niveau hiérarchique, hein. Par exemple, si on prend les cadres de proximité, vous pouvez avoir de très jeunes cadres fraîchement diplômés et des cadres plus âgés qui sont arrivés à ce niveau-là par mobilité interne. On a aussi des situations où des anciens, c'est-à-dire des travailleurs âgés, sont encadrés par des cadres qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux et qui, comme je l'ai dit, en plus ne connaissent pas forcément leur métier. Et si on regarde les rémunérations, comme c'est un système de rémunération à l'ancienneté, eh bien, on peut avoir des jeunes cadres qui sont moins bien rémunérés que des anciens qu'ils encadrent. Alors, regardons maintenant les conséquences en termes de rapport d'âge. Regardons maintenant les conséquences en termes de rapport d'âge. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une ambivalence des représentations de l'âge, avec l'ancienneté qui peut être à la fois un signe de professionnalisme, parce que c'est le signe qu'on a évolué dans un métier, qu'on a acquis une expertise. Et en même temps, cette ancienneté peut, dans d'autres cas, être un stigmate, parce qu'elle peut être le signe que l'individu n'a pas évolué ou fait partie de ces cadres anciens dont je vais reparler tout à l'heure. De la même façon, la jeunesse est aussi ambivalente. Elle peut à la fois être interprétée comme une espèce d'imposture, parce qu'elle est liée à l'absence d'expérience, à l'illégitimité à commander, hein, de la part de ces cadres qui sont arrivés directement d'université ou d'école. Et en même temps, elle peut aussi être promesse de modernité, puisque à la jeunesse de ces cadres qui sont formés par des universités ou l'école, eh bien cette jeunesse-là est associée à la possibilité de transformer l'entreprise, de la moderniser, parce qu'ils sont ces cadres très différents qui portent un autre esprit, hein, cet esprit plus managérial, plus proche du privé, etc. Et donc tout cela aboutit aussi à créer des conflits de classe d'âge qui sont vécus en fait comme des conflits d'autorité, hein. On l'a vu, des jeunes peuvent encadrer des plus anciens, des jeunes qui n'ont pas d'expérience peuvent encadrer ceux qui sont anciens au sens expert. Et on assiste aussi à des conflits générationnels
mais qui cachent en fait ce qu'on pourrait appeler des conflits de classe, hein. Je vais expliquer cette idée. D'abord, conflit générationnel au sens où on a une opposition entre l'ancienne génération considérée comme les anciens, les porteurs d'un ancien système, opposé à une nouvelle génération qui serait, eux, synonyme de la modernité. Donc là, vous voyez un conflit entre le conflit traditionnel entre les anciens et les modernes, deux générations qui s'opposent, mais en fait, ce que ce conflit cache, c'est en fait des différences majeures de diplômes, d'origine sociale et de promesses de carrière, avec les anciens qui sont aussi souvent les déclassés dans l'entreprise par rapport à ces jeunes qui, incarnant la modernité, sont aussi ceux qui ont à la fois plus de ressources et qui pourront faire des carrières plus prometteuses. Alors, j'en arrive à la conclusion. Ce que cette analyse montre, c'est que c'est l'organisation qui participe à produire des rapports d'âge, hein. Donc, on a une production organisationnelle des rapports d'âge qui donne donc des configurations d'âge qui sont à chaque fois spécifiques, mais il faut bien comprendre que ces configurations ne sont pas figées dans le marbre, elles sont aussi des configurations évolutives parce qu'il suffit que les dispositifs de gestion changent pour faire bouger ces configurations d'âge. Et dans l'entreprise publique dont j'ai parlé, on n'aurait pas pu faire la même analyse de la configuration d'âge il y a 30 ans et aujourd'hui, tant les dispositifs de gestion sont venus bousculer, transformer ces rapports d'âge. Il me semble que l'analyse ou les analyses que j'ai développées ici et qui portent sur le cas des cadres peuvent être généralisables à d'autres populations de travailleurs et de travailleuses. Et enfin, elles sont bien sûr à réinscrire dans un contexte plus macro. Alors, je voudrais juste donner un petit exemple pour finir. C'est que, par exemple, dans la police, les effets des dispositifs de gestion ont des effets différents selon les circonscriptions et en fonction de l'attractivité des circonscriptions. Paris, qui attire peu les policiers qui préfèrent être en poste en général, puisqu'ils sont souvent originaires de province, veulent retourner chez eux, donc très peu d'anciens qui prennent des postes à Paris, alors que c'est l'inverse en province. Et donc, on a des configurations d'âge très différentes, par exemple, dans les brigades de police sur la voie publique, très différentes à Paris et en province. Et tout cela se joue en plus sur fond de représentation sociale du rapport entre âge, performance physique et autorité sur la voie publique, qui vont venir encadrer tout cela. Alors, pour finir, je voudrais dire que cette approche par les dispositifs de gestion, elle plaide en fait pour une analyse circonstanciée de la production des rapports d'âge et des représentations liées à l'âge. Je vous remercie et je ne serai pas là pour écouter les questions et les commentaires, ce que je regrette, mais j'espère que mes propos pourront nourrir une discussion et des débats. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, on peut passer à la discussion qui sera donc assurée par Camille Penny, professeure de sociologie à l'UVSQ et directeur du laboratoire Printemps. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Merci pour cette invitation. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'emploi, qu'ils soient des jeunes ou des moins jeunes. Encore moins des questions de discrimination. Et donc, je vais néanmoins essayer de souligner ce qui m'a semblé intéressant, en tout cas ce qui m'a fait réfléchir par rapport à mes propres objets de recherche, qui ne sont pas totalement orthogonaux quand même, qui sont plutôt d'un côté la sociologie de la jeunesse et de l'autre la question plus générale des inégalités et de la manière dont les différentes inégalités interagissent. Euh, alors, j'ai appris pas mal de choses en lisant les papiers, et j'ai d'abord essayé de réfléchir à la manière dont ça pouvait s'inscrire dans les réflexions qui concernent le rapport des jeunes au travail et les rapports d'âge ou les rapports entre générations au sein des organisations ou au sein des entreprises. Alors, la question du rapport au travail, la question du sens du travail, elle est évidemment très débattue dans le débat public, dès avant le Covid, mais en particulier depuis la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte d'ailleurs ici à la DARES que c'était un champ de recherche qui occasionnait beaucoup de travaux, puisque un numéro thématique de travail et emploi est en cours d'élaboration, et on a reçu 49 intentions d'articles sur un numéro sens du travail. Donc voilà, ce qui montre vraiment, si besoin en était, que c'est un champ de recherche un peu en ébullition, et en particulier quand on travaille sur la question des jeunes, on est très fréquemment questionné évidemment sur le rapport des jeunes au travail d'une part, et puis sur les relations entre les âges ou entre les générations au sein des entreprises. Alors on entend parler de génération Z, de la génération des bifurqueurs, etc. Et donc c'est une question qui est très importante. Alors les sciences sociales, me semble-t-il, répondent à ces questions à partir d'enquêtes statistiques et ou d'enquêtes qualitatives ou ethnographiques, chacune de ces méthodologies donnant un certain nombre de résultats. Alors, les données statistiques qui sont très souvent, lorsqu'elles existent, et elles existent finalement relativement peu aujourd'hui, des données statistiques qui permettraient de vraiment répondre à la question de savoir, par exemple, si les jeunes ont un nouveau rapport au travail. Quand elles existent, ces données statistiques sont des données transversales, ce qui ne permet pas d'ailleurs a priori de trancher entre des effets d'âge, des effets de génération ou des effets de période. Mais en tout cas, ces données statistiques, lorsqu'elles existent, elles nous permettent évidemment de nuancer sérieusement, à minima, cette hypothèse d'un nouveau rapport au travail des jeunes. Et les données permettent de montrer la diversité des rapports au travail, la diversité de la relation ou du rapport à la carrière professionnelle, l'hétérogénéité observée parmi les jeunes, et en creux l'importance des caractéristiques socio-démographiques autres que l'âge pour expliquer le rapport au travail, le sexe, le niveau de diplôme. Par exemple, dès qu'on contrôle à minima du niveau de diplôme, dans une enquête qui avait été, dans un module qui avait été placé dans l'enquête européenne sur les valeurs en 2017-2018, dès qu'on introduisait le diplôme comme variable, il n'y avait plus de différence significative entre les âges sur les critères d'un bon emploi. Donc on demandait aux enquêtés ce qu'ils regardaient lorsqu'ils postulaient à un emploi. Donc est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est le fait de pouvoir s'épanouir? Est-ce que c'est le fait d'avoir des responsabilités? Est-ce que c'est le fait d'avoir suffisamment de congés, etc. Dès qu'on contrôlait à minima assez grossièrement par le diplôme, il n'y avait plus de différence entre les moins de 30 ans, par exemple, et le reste des classes d'âge. Et puis grâce, et j'en viens aux présentations tout de suite après, et à ce qu'elles me semblent apporter à cette question, grâce cette fois à des enquêtes ethnographiques, ou qualitatives en tout cas, on montre aussi bien sûr que le rapport au travail, alors à la fois la centralité du travail ou la finalité du travail, ne peut pas être analysé sans être étroitement rapporté à la situation concrète de travail et à ses différentes dimensions. Et donc les présentations auxquelles on a assisté là me semblent apporter des éléments intéressants, nouveaux, puisque il me semble que la manière dont le rapport des jeunes au travail et la manière dont se structurent les rapports d'âge au sein du monde du travail, dans les entreprises, ne peuvent pas être analysés pleinement sans saisir, c'était le titre, je crois, de la table ronde, le rôle des intermédiaires de l'emploi,
On l'a vu notamment dans la première présentation d'Yamina et aussi dans la présentation, bien sûr, de Claire autour des cabinets qui cherchent à réinsérer, si je puis dire, les chômeurs âgés sur le marché du travail. Donc, le rôle évidemment des intermédiaires de l'emploi, et puis dans la présentation de Valérie Boussard, le rôle de l'organisation du travail, évidemment, qui structure ce rapport au travail. Alors, la présentation de Valérie Boussard et son article montrent bien comment les rapports d'âge sont travaillés, sont construits par les dispositifs d'organisation du travail, par les dispositifs de gestion de main-d'œuvre et par les dispositifs de gestion financière. Et ce qui me semble intéressant dans les 3 présentations, c'est aussi la manière dont ces dispositifs nous permettent de prendre conscience de la manière dont les âges se regardent les uns les autres au sein des organisations et les discours que les âges racontent les uns sur les autres au sein des entreprises. Euh, alors, je viendrai sur la question de l'agisme après, mais ce qui m'a semblé aussi assez remarquable, c'est que les 3 présentations nous incitent aussi à prendre en compte, et Valérie Boussard a terminé sa présentation par là, un niveau macro, en fait, qui est celui, pour le dire rapidement, je ne sais pas bien comment il faut le dire, mais des politiques publiques. Alors, dans le cas de l'emploi des seniors, Claire montre bien, me semble-t-il, comment finalement c'est les politiques publiques, enfin j'espère que je ne te trahis pas, Claire, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, la manière dont les politiques publiques qui sont menées à partir des années 1970, en fait, ont amené à faire des travailleurs âgés une variable d'ajustement sur le marché du travail et donc ont contribué à agiser ces quinquagénaires, mais en fait même ces quadragénaires, si j'ai bien lu. Dans le cas de la grande entreprise, le deuxième cas présenté par Valérie Boussard, on voit bien comment les transformations dans la gestion et dans le fonctionnement de la grande entreprise publique ont contribué à transformer les rapports d'âge. Et donc ça, c'est évidemment des éléments macro. C'est très net dans les transformations provoquées dans l'image du cadre de ce que doit être un manager. Voilà, est-ce qu'un bon manager, c'est un manager qui connaît le métier? Alors ça, c'était plutôt le cas dans l'ancien temps et le manager pouvait être âgé et il était souvent plus âgé que l'équipe qui l'encadrait. Et à partir du moment où ce qui compte sont des compétences managériales en lien avec les transformations du fonctionnement de ces anciennes grandes entreprises publiques, et bien évidemment, on peut avoir des jeunes diplômés qui vont encadrer des équipes plus âgés, ce qui va structurer d'une manière particulière les rapports d'âge et les images que les âges entretiennent les uns sur les autres. On pourrait aussi, me semble-t-il, évoquer en termes de politique publique les politiques scolaires, en fait, les politiques de massification scolaire notamment qui ont considérablement transformé les rapports qu'entretiennent les âges entre eux et aussi les clivages qui peuvent, dans une même entreprise, à un même niveau hiérarchique, créer des clivages. Je pense par exemple à un article d'Émilie Onis parmi les jeunes salariés d'exécution qui montre finalement que les transformations du travail sont davantage acceptées par des jeunes ouvriers diplômés relativement, qui voient dans la polyvalence, par exemple, des tâches à moyen d'exprimer leurs compétences, alors que ces formes de polyvalence et de transformation du métier d'ouvrier sont rejetées par les ouvriers plus âgés, qui ont plutôt une image de la beauté du métier, de la beauté du geste, plutôt que de la polyvalence dans le cadre de l'activité. Donc il me semble que les politiques de massification scolaire, elles ont aussi considérablement transformé en diplômant les jeunes, quel que soit le niveau de qualification d'emploi occupé, ont considérablement transformé les relations entre les âges au sein du travail. Et donc, il me semble que on voit bien à quel point, pour analyser toutes ces questions, le niveau macro est tout à fait essentiel aussi. Alors, concernant les inégalités, moi, j'ai trouvé particulièrement fécondes les réflexions sur les rapports d'âge et sur le processus d'agisation qui, de fait, et ça a été dit aussi dans les sessions de ce matin, où on a parlé plus précisément des discriminations, cet agisme, ou en tout cas ce processus d'agisation est moins étudié que ne peuvent être étudiés les rapports sociaux de genre ou les rapports sociaux de classe ou de race, pour parler comme mes collègues anglo-saxons. Alors, ça me semble quelque chose qui est très important puisque effectivement, ce que montrent bien les différents travaux, c'est que l'âge est le support de relations de domination. Hein, l'âge agit comme un système de hiérarchisation. Alors, voilà, on cite souvent le mot de Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, pour
pour dire que la jeunesse est un continent hétérogène, mais en fait, quand Bourdieu dit la jeunesse n'est qu'un mot, il se place aussi clairement dans cette sociologie de la domination, en montrant qu'on enferme les jeunes dans une catégorie à l'écart du monde adulte pour mieux justifier le fait qu'on va les tenir à l'écart d'un certain nombre de ressources et de positions de pouvoir. Donc, il y a une domination adulte. Alors moi, j'avais des questions. Alors, j'ai pas eu le temps de réfléchir aussi longtemps que j'aurais voulu à cette question, mais j'avais des questions peut-être sur le processus d'agisation. C'est un peu aussi ce que disait Myrna Safi ce matin, me semble-t-il. L'âge est un rapport social de domination. Et il me semble que là où le parallèle avec les rapports sociaux de genre ou les rapports sociaux de race fonctionne bien, c'est qu'effectivement, et ça c'est notamment Claire qui le montre, les groupes dominés qui sont victimes de formes d'assignation, donc par exemple les chômeurs âgés ou les professionnels qui s'occupent des chômeurs âgés, vont produire à leur tour, à l'encontre d'autres groupes, des discours qui contribuent à véhiculer des stéréotypes négatifs, par exemple sur les jeunes. Mais en essayant de poursuivre la réflexion sur les ressorts communs de ces différentes formes de domination, de ces différentes formes de discrimination, j'ai des questions qui me sont venues, alors qui ne sont pas formulées encore clairement et auxquelles j'ai encore moins la réponse, mais qui est la question de savoir jusqu'où on peut pousser le parallèle entre des rapports d'âge et des rapports sociaux de genre ou de classe ou de race, puisque, alors évidemment, en schématisant, on a envie de dire qu'en matière de rapports sociaux de genre, et en schématisant, on est un homme ou on est une femme. Si on prend la race, on est racisé, on est descendant d'immigrés ou on ne l'est pas. Si on prend la classe, on est ouvrier ou on ne l'est pas. Alors évidemment, je schématise complètement puisque tout cela est dépendant du contexte. On peut être renvoyé à son genre dans un contexte et pas dans l'autre, à sa race dans un contexte et pas dans l'autre. On peut être ouvrier puis ne plus l'être, puis le redevenir. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'âge, il me semble que tous les individus traversent différents âges de la vie, donc tout le monde est biologiquement jeune, puis celles et ceux d'entre nous qui auront de la chance vont devenir vieux. Et je me demandais si, en fait, une question toute simple, est-ce qu'on peut ne jamais être victime d'agisme sur le marché du travail? Alors, parce que c'est ça qui est très intéressant dans la présentation de Claire, par exemple, c'est que l'exemple des chômeurs âgés montre que des hommes blancs diplômés peuvent subitement, à 45 ans, se retrouver dominés dans l'ordre de l'âge et donc victimes d'agisme. Alors, on voit que parce qu'ils sont hommes, parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils sont blancs, ils ont des ressources à réinvestir et ils vont monter leur cabinet pour voilà, devenir les entrepreneurs de la cause des chômeurs seniors. Mais en même temps, on voit, me semble-t-il, que leurs ressources ne sont pas illimitées et que certains peinent à maintenir une activité, certains gagnent très mal leur vie, etc. Donc en fait, la question que je me posais, c'était vraiment aussi la question de l'articulation entre les rapports d'âge et les autres dimensions. Par exemple, on voit bien, alors c'est dommage que Valérie Boussard soit pas là, parce que c'était une des questions que je voulais poser. On voit bien qu'elle a étudié des cadres, donc des emplois qualifiés, et j'aurais bien voulu savoir jusqu'où, justement, cette grille de lecture était transposable à des niveaux d'emploi différents, parmi des emplois d'ouvriers, parmi des emplois subalternes. Voilà. Et puis pour Claire, j'avais aussi une question sur la manière dont on devait ou pouvait faire dialoguer la sociologie des âges et la sociologie des âges de la vie, puisque précisément, en fait, finalement, à un moment dans l'introduction de ton papier, je crois que tu dis, voilà, en fait, moi, je me place du point de vue de la sociologie des âges parce que je veux étudier l'âge comme un facteur de domination. Et en fait, comme finalement on peut être victime de discrimination parce qu'on est jeune ou parce qu'on est vieux, l'âge de référence c'est l'âge adulte. Et donc on voit bien comment il faut prendre en compte le parcours de vie pour comprendre comment peuvent, à un moment ou à un autre, dans certains contextes, avec certains dispositifs de gestion, un certain nombre de politiques publiques, voir se nouer des rapports que l'on peut qualifier, d'agisants. Voilà, donc c'était un peu toutes les questions qui me venaient à l'esprit. Et puis aussi la question, et je terminerai là-dessus, de savoir comment les trajectoires et les parcours
pouvaient être prises en compte pour pouvoir penser justement l'intrication des différents types de rapports sociaux, parce que il me semble encore une fois, avec le renfort de la sociologie des âges de la vie, avec ce qu'a montré Valérie Boussard, à savoir la manière dont l'âge finalement et dont les rapports d'âge doivent être lus au prisme des parcours, il me semblait qu'il y avait aussi là un enjeu de faire dialoguer cette sociologie des âges et cette sociologie des âges de la vie. Donc voilà, moi ça m'a fait beaucoup penser, pas jusqu'au bout parce que j'ai pas pris le temps, mais il me semble qu'à partir de cette question des rapports d'âge au travail, on peut aussi faire progresser la sociologie des âges ou les sciences sociales des âges, évidemment, mais aussi celle des inégalités. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et bah, on va prendre une réaction d'abord de Claire et Yamina doit partir. Et ensuite, on ouvrira aux questions de la salle. Merci beaucoup pour ces questions et cette lecture. Sur la question de jusqu'où pousser l'analogie des rapports d'âge avec les autres rapports de domination et comment est-ce qu'on peut penser l'âge comme un rapport social ou pas, bah, c'est des questions qui sont pas actuellement tranchées. Il y a parfois l'expression, enfin parfois c'est posé théoriquement en disant voilà, je pars de l'idée qu'il y a un rapport d'âge dans un papier et pour autant. Il y a tout un ensemble de chercheurs et de chercheuses aujourd'hui qui travaillent sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment ferme encore et que je dirais que les travaux sont en cours. Il y a notamment le laboratoire RAGE qui existe et qui travaille sur ces questions-là, notamment à partir de réflexions sur les domaines de l'enfance. C'est très stimulant. Donc, moi, je m'inscris un peu là-dedans. Il y a les articles aussi de Juliette Rennes qui parlent bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive, mais qu'il y a plein de travaux de doctorants et de doctorantes qui vont sortir, qui sont vraiment intéressants. Et sur la question de est-ce qu'on peut ne jamais être victime d'agisme dans l'emploi, euh, j'aurais tendance, enfin, avec une enquête dans le cadre d'une autre recherche que je mène avec Julie Rochu qui est derrière. En fait, on rencontre des hommes, on rencontre des hommes qui sont encore en emploi, parfois à plus de 70 ans, parfois à plus de 80 ans, et qui ont des positions très privilégiées dans l'emploi, qui sans doute n'ont jamais été trop victimes de domination, de discrimination, d'agisation, de victimes. Bon, en tout cas, ils ont pu s'en protéger. Donc, c'est quand même un profil très particulier d'hommes blancs, de très diplômés, de milieux sociaux très favorisés, et qui peut-être ont été l'objet dans le cadre d'interactions d'agisme ou d'agisation, mais qui ont des ressources, comme ces personnes que j'avais rencontrées dans ma thèse, qui peuvent mettre à distance. Et comme là, ces personnes qui effectivement vont mobiliser des moyens, en tout cas vont réussir à politiser leur expérience pour d'une part dénoncer la discrimination et monter une entreprise qui, par ailleurs, ce que j'ai pas évoqué aujourd'hui, c'est souvent très fragile effectivement. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir si ces structures existent encore aujourd'hui. C'est pas du tout sûr. Et sur la question de faire dialoguer la sociologie de l'âge avec la sociologie des âges de la vie, je pense que de toute manière, pour penser la sociologie de l'âge, pour penser l'âge comme système hiérarchique de domination, il me semble qu'il faut s'appuyer aussi sur les sociologies qui existent, de la jeunesse, de l'enfance, de tous ces travaux, de la vieillesse évidemment et du vieillissement, tous ces travaux qui existent et qui permettent de penser aussi comment ces âges ont été construits socialement, à quelles expériences quelles expériences sont vécues. C'est un pléonasme, mais je pense que ça s'articule en fait et que ça qu'on peut pas j'opposerai pas aujourd'hui sociologie du vieillissement, par exemple, la sociologie de l'âge, ni les autres sociologies. Je pense que ça s'articule, qu'on n'investit pas exactement les mêmes choses en fonction de si on se spécialise dans le vieillissement que si on travaille sur l'âge. On verra pas exactement les mêmes choses. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, même si, du coup, voilà, les intervenants et intervenantes sont progressivement partis. Mais si vous avez des questions pour Claire ou pour Camille aussi, avant qu'on passe à la conclusion. C'était donc très clair. Et bah, du coup, on peut passer à la conclusion qui sera donc assurée par Juliette Rennes à partir du contenu même de la journée d'aujourd'hui.